y a eu ce que plusieurs appellent une petite révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle dans les dernières années, mais on pourrait dire depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, avec l'arrivée de l'apprentissage profond. Donc ça, c'est les méthodes d'apprentissage inspirées du cerveau, et puis qui se distinguent de ce qui se faisait avant par leur capacité à finalement plus de flexibilité à apprendre des fonctions plus complexes, évidemment en échange de plus de données. Et ça a vraiment débloqué des applications de l'intelligence artificielle qu'on n'imaginait peut-être même pas, que ce soit au début dans le domaine de la reconnaissance de la parole, sur les téléphones déjà en 2012, puis tout ce qui est vision par ordinateur, et beaucoup d'applications en traitement du langage naturel, et même maintenant en biologie, par exemple. Donc, c'est assez extraordinaire tout ce que ce développement a pu apporter. L'apprentissage profond a vraiment fait progresser l'intelligence artificielle de manière surprenante et incroyable, mais en même temps que je dis ça, il faut aussi reconnaître qu'on a encore un écart très important entre nos systèmes, les meilleurs systèmes à l'état de l'art et l'intelligence humaine. Et ça, évidemment, pour les chercheurs comme moi, ben, ça nous indique la direction où il faut s'en aller. Puis, un aspect vraiment important de cet écart, c'est la robustesse des systèmes qui est loin d'être comme celle des êtres humains. Donc, si on entraîne des modèles sur certaines données, mettons dans certains pays, puis qu'après ça, on déploie le système dans un autre pays où la distribution est un peu différente, les performances sont beaucoup moins bonnes. Un être humain qui apprend à conduire dans son pays, puis tout d'un coup est amené à louer une voiture dans un autre pays, il trouve des solutions, il va se concentrer sur le problème et il va s'adapter très rapidement. Donc, on essaie de comprendre ces différences-là, puis ça a beaucoup rapport avec les processus conscients, avec la capacité de l'humain à raisonner, à planifier, etc., qui en fait sont des aspects de l'intelligence artificielle plus classique qui dominaient un peu avant l'apprentissage profond. Et donc, moi, ce que j'entrevois dans les prochaines années, c'est un peu incorporer toutes ces idées-là dans des systèmes qui, comme les êtres humains, sont autant capables d'intuition que de raisonnement. L'histoire des algorithmes d'apprentissage, évidemment, s'étale sur plusieurs décennies. Et dans un cours, je pense que c'est important de comprendre les grands jalons de ça, parce qu'il y a des principes mathématiques, des principes de l'apprentissage qui sont importants là-dedans, mais aussi parce que dans certaines situations, finalement, on n'a pas besoin d'utiliser la grosse machinerie de l'apprentissage profond. Peut-être on n'a pas beaucoup de données, mais qu'on a plus de connaissances, ou qu'on cherche des réponses sur les explications, l'interprétation. Par exemple, avec un modèle linéaire, c'est beaucoup plus facile à interpréter qu'avec un gros réseau de neurones. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre les techniques classiques, autant que ce qui est maintenant à l'état de l'art. Au fur et à mesure que les êtres humains développent des outils de plus en plus puissants, puis l'intelligence artificielle, c'est clairement un outil de plus en plus puissant et qui est appelé à l'être de plus en plus, les questions éthiques sur comment ces technologies devraient être déployées de façon à ne pas créer plus de souffrance et de dommages à la société que les aspects positifs que ça pourrait apporter, ces questions éthiques deviennent très importantes. Et c'est pour ça que, il y a quelques années, avec beaucoup de collègues ici à Montréal, on a développé la Déclaration de Montréal sur le développement responsable de l'intelligence artificielle. Et maintenant, on commence à voir des gouvernements, par exemple en Europe, qui font des projets de loi pour mettre un peu ces idées-là en pratique. Il faut absolument qu'on se protège, comme on le fait dans la société, par exemple, dans des domaines très réglementés, que ce soit les transports, l'industrie aérienne, l'industrie chimique, etc. Donc ça, c'est à court terme. À long terme, il y a aussi, peut-être à cause de la science-fiction, des craintes. Est-ce qu'on va construire des machines plus intelligentes que nous? Est-ce qu'elles vont nous écraser comme des insectes, comme nous on le fait avec d'autres animaux? Je pense qu'il y a des questions très difficiles auxquelles on n'a pas les réponses et c'est important que tous les gens qui le veulent réfléchissent à ça, peut-être s'assurent que les intelligences artificielles futures soient alignées avec nos valeurs, la morale, etc. Donc, il y a vraiment des grandes questions philosophiques qui nous attendent dans les prochaines années.
Un des enjeux éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est que ces systèmes-là pourraient refléter des biais, des discriminations qui sont dans les données, parce que ces données viennent des comportements des êtres humains et les êtres humains ne sont pas tous parfaits. Alors, ça veut dire que d'un point de vue pratique, quand on utilise des jeux de données, on doit se poser des questions sur la représentativité de ces jeux de données, sur la manière dont ces données ont été collectées, aussi de manière qui respecte les êtres humains et la vie privée. Donc, il y a beaucoup de questions éthiques que les informaticiens doivent maintenant se poser, alors que ce n'était peut-être pas suffisamment le cas auparavant, en particulier à cause de l'intelligence artificielle. Une question qu'on peut se poser si on est un étudiant qui est intéressé à l'intelligence artificielle, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a encore besoin de chercheurs, d'ingénieurs, de spécialistes de sciences des données avec tout l'engouement qui existe depuis plusieurs années? Et ma réponse est un grand oui, parce que on est au point de vue du déploiement de ces technologies-là au tout début. La plupart des entreprises ne savent pas encore comment tirer parti de l'intelligence artificielle, n'ont pas encore justement le personnel qui leur permettrait d'organiser leurs données, de comprendre les applications, les niches possibles dans leur domaine. Et en plus, la science elle-même continue à faire des progrès. On a encore beaucoup de distance entre l'intelligence humaine et l'intelligence des machines. On en a pour des décennies, sinon plus, avant de s'approcher de ça. Et les économistes prévoient une croissance économique due à l'intelligence artificielle énorme dans les prochaines années, ce qui veut dire que ça va être une part importante de l'économie globale. Ce qui veut dire que beaucoup de gens ont travaillé sans nécessairement être des chercheurs dans ce domaine-là, mais qui vont utiliser ces outils, qui vont les améliorer, qui vont comprendre les domaines d'application et l'intelligence artificielle. Il y a de la place pour beaucoup d'emplois dans les prochaines années là-dedans. Alors, au niveau de la formation nécessaire pour l'intelligence artificielle, en fait, ça va dépendre beaucoup du genre d'emploi qu'on vise. D'un côté, pour comprendre les algorithmes, c'est vraiment important d'avoir une bonne base mathématique. Pour faire le genre d'études qu'on offre aujourd'hui à l'université, il faut vraiment être bien à niveau en mathématiques, mais de plus en plus, on va avoir aussi des emplois qui vont être à l'interface, par exemple, entre la santé et l'intelligence artificielle. Donc, des gens qui ont qui sont bilingues avec différentes disciplines. Et ça, il va en avoir de plus en plus aussi. Donc, je pense qu'il y a de la place pour différentes formes de formation. Un de mes rêves qui m'a amené à faire un certain nombre des choses dans lesquelles je me suis embarqué depuis quelques années, c'était de vraiment développer ici à Montréal, au Québec, et puis plus généralement au Canada, un écosystème non seulement de chercheurs, mais d'entreprises, de développement de technologies pour le bien de la société basé sur l'intelligence artificielle. Et puis, c'est quand même quelque chose d'incroyable, le progrès qu'on a fait depuis quelques années. Montréal, le Québec se situent maintenant dans les endroits vraiment au plus haut niveau. Par exemple, le Québec, je pense, dans un dernier classement, se situe au 7e rang en compétition avec des pays comme les États-Unis, le Japon, etc. Donc, il y a vraiment de quoi être fier. Et je pense que si on continue comme ça, ça peut être encore meilleur parce qu'il y a un effet de boule de neige. Plus on est reconnu, plus on a d'expertise, plus on a d'entreprises qui travaillent là-dedans, plus on a de gens qui veulent venir et ça se nourrit de soi-même. À cause sans doute de la science-fiction et peut-être aussi de l'importance historique de ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, il y a des gens qui ont peur de l'avenir avec ces nouveaux systèmes. Qu'est-ce que ça va changer dans la société? Est-ce qu'ils vont être trop puissants? Et je pense que c'est important de se poser ces questions. Mais quand on regarde là, de plus près la technologie, par exemple, quelque chose de très impressionnant comme le système qui joue au Go là, de DeepMind, AlphaGo ou AlphaZero, en réalité, même si ces systèmes peuvent battre le meilleur être humain, c'est des systèmes qui sont circonscrits à des problèmes où on connaît les règles du jeu, comme au jeu de Go, au jeu d'échecs, etc., et où finalement ces règles-là ne sont pas trop compliquées. Quand on essaie d'appliquer ces mêmes algorithmes dans le vrai monde,
on se rend compte que c'est pas si simple que ça. On n'a pas encore les technologies pour vraiment appliquer, dépasser l'être humain dans d'autres domaines aussi facilement. Donc, oui, je pense qu'à long terme, il faut réfléchir aux dangers possibles, mais dans les prochaines années, les prochaines décennies probablement, on va avoir des ordinateurs qui vont encore être très stupides.